Voilà, c'est lancé. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Réussir sa reprise d'activité en jeu RH et financier. On va se donner là pour que tout le monde arrive. Là, vous êtes déjà plus de 120 à vous connecter. Merci pour votre présence. Je suis accompagné de 3 experts. Liliane Coutentin, tout en haut, Laurent Rivaux, et puis Françoise Levéziel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Vous avez un chat sur le côté pour poser vos questions. À la fin de la conférence, on fera une petite synthèse des différentes questions et puis on retiendra, je pense, 4-5 questions et nos experts y répondront. On va essayer d'être positif pour appréhender cette reprise d'activité après cette période très particulière qui, je pense, va continuer encore un peu. Allez, on se dit qu'on commence à 9h03 ou 04. Vous êtes 130, ça monte, ça monte. Ce que je vous propose, c'est de passer au sommaire qui va vous permettre d'en prendre connaissance tranquillement. Bon, j'ai l'impression que les personnes en ligne, ça plafonne, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous le disais, 150 personnes se sont connectées. Bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, je suis accompagné de 3 experts, Yann Coutentin, Laurent Rivaux et Françoise Levéziel. Je vais dans l'ordre des caméras si vous avez bien le même ordre de présentation. Nous allons donc vous présenter notre webinaire Réussir la reprise d'activité, enjeux RH et enjeux financiers. Vous avez un chat sur le côté qui va vous permettre de poser un certain nombre de questions. Allez-y, nous en ferons une synthèse et à la fin du webinaire, nous retiendrons 3-4 questions, voire 5 si on a le temps, pour y répondre. Le sommaire donc, est diffusé, il est en 2 parties. Vous avez les enjeux RH, le contexte, la communication, structurer la reprise, avec notamment un élément très important, la santé au travail, l'organisation du travail. Et puis, les enjeux financiers, donc le prêt garanti par l'État, les dispositifs de financement de BPI France, les dispositifs de financement autres et le suivi de gestion et de trésorerie et d'exploitation. Voilà. Donc, rapidement, je vous présente Françoise Levéziel, donc responsable du pôle social du bureau d'Horatio, avocate à Nantes et associée. Vous avez Liliane Coutentin, qui est la directrice opérationnelle du pôle expertise RH et sociale. Laurent Rivaux, expert comptable basé à Poitiers, donc, qui est associé également. Et puis enfin, moi-même, Philippe Cabon, qui est le directeur expertise RH et sociale du groupe Baker Tilly Strego. Alors le contexte. Il y a un mois, notre premier webinaire portait sur les mesures fiscales et sociales de l'activité partielle. On va vous résumer aujourd'hui la situation, qui est une situation extraordinaire. Il y a une crise sanitaire Covid-19 qui est apparue, rupture brutale de l'économie depuis
14 mars 2020. On s'est retrouvé dans un contexte très particulier qu'on n'avait jamais connu, 8 semaines d'activité partielle, d'arrêt de travail, de télétravail pour certains, ou d'activité réduite, voire très très intensive pour certaines activités, avec un contexte de sécurité qu'il fallait respecter. Et donc ce contexte particulier, on était dans une législation et un environnement qu'on qualifie de VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, avec sur la partie qui nous concerne des allers-retours avec les communications de l'État, les médias, qui faisaient que chaque jour nous avions des réunions de crise pour réajuster notre communication et surtout les consignes auprès de nos collaborateurs et vous-même en tant que client. Donc vous avez connu des problématiques pendant la crise et vous allez devoir en appréhender d'autres dans le contexte de reprise. C'est pour ça que nous allons vous proposer des solutions pour faciliter la reprise d'activité. Dans ce contexte-là, effectivement, vous aviez des enjeux pour maintenir l'engagement pour les salariés, notamment en activité partielle, et pour ceux dont l'activité a perduré, il a fallu gérer la sécurité des salariés, leurs émotions, la fatigue, le stress, bref, un contexte qui vous a amené à transformer ou améliorer les process de votre entreprise. C'est une remise en cause profonde du système. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Liliane Coutantin, qui va aborder la première partie, les enjeux RH, accompagnée de Françoise. Oui, merci Philippe. Donc, comme tu disais, aujourd'hui, les entreprises vont vivre une transformation ou une amélioration de leur process pour faciliter donc la reprise. Et donc, la reprise d'activité, ce matin, on essaie de vous présenter sous forme de projet, mais également plutôt de voyage dans le temps et aussi en terre inconnue, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, évidemment, il nous reste encore beaucoup d'incertitudes. Donc, comme dit Philippe, vous avez à régler au quotidien le maintien de l'engagement des salariés et également de gérer des émotions positives. Donc, tout au long du webinaire, on va essayer de vous apporter plutôt du positif. Et donc, comme tout voyage, il y a plusieurs étapes. Et donc là, ce matin, elles vont être en 4 étapes. La première étape d'un voyage ou d'un projet, c'est la préparation. Et la préparation, nous avons retenu un thème dans la préparation, la thématique de la communication, et la communication qui est basée sur l'expérience client. Client, c'est aussi bien salarié, mais aussi le client externe. C'est-à-dire qu'on se met au niveau de l'utilisateur final. La deuxième étape, puisque comme tout projet ou comme tout voyage, il y a plusieurs thématiques, et là nous avons retenu comme parcours l'organisation du travail, la santé au travail. Troisième étape, comme tout voyage ou comme tout projet, eh bien évidemment, on veut que ça fonctionne correctement, on doit apprendre à vivre ensemble, et donc nous prendrons la troisième étape. Nous avons retenu la responsabilité sociale, mais surtout le bien vivre ensemble, c'est-à-dire la santé par le travail. Et puis, comme tout projet ou comme tout voyage, eh bien, il faut aussi parler du budget et donc d'une enveloppe et des enjeux financiers. Et donc, c'est Laurent qui nous rejoindra à ce niveau-là. Alors, pour détailler, donc, je vais reprendre la communication. La communication, bien sûr, il y a plein de choses à dire, mais déjà, il y a 2 mots-clés à retenir. C'est donner du sens et surtout gérer la communication en interne. En donnant du sens et en prenant du temps sur la gestion de la communication interne, dites-vous bien qu'en retour sur investissement, ça se verra. Bien sûr, je ne peux pas vous avancer de temps, mais vous allez pouvoir mesurer quelques indicateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réussite de la reprise d'une activité, eh bien, en faisant une communication interne qui est concertée, maîtrisée, vous allez pouvoir créer un climat de confiance et vous allez pouvoir susciter l'adhésion de vos salariés.
Créer un climat de confiance, ça veut dire que finalement, vous prenez soin de la sécurité de vos salariés. Et en prenant soin de la sécurité des salariés, donc c'est-à-dire la santé, puisqu'on est dans la crise sanitaire, forcément, vous allez, vous allez sécuriser votre reprise économique. Donc, c'est un cercle vicieux puisque vous allez, en sécurisant la reprise économique de votre activité, vous allez aussi donner confiance à vos clients externes. Et puis, donc, on peut se dire que vous allez reprendre facilement une activité et du chiffre d'affaires. Alors évidemment, tout ça, je réponds à la question pourquoi, mais Françoise va vous expliquer le comment, puisque malgré tout, ça ne se fait pas sans rien. Alors Françoise, qu'est-ce Oui, que tu nous Liliana, prévois? merci. Effectivement, comment aboutir à ce résultat? Alors, tu as dit cercle vicieux. En fait, tu voulais parler d'un cercle vertueux, bien entendu. Ah oui, Donc, oui. pour que le cercle soit vertueux, eh bien, il faut communiquer autour de la reprise d'activité et établir un véritable plan de communication interne. Et je précise que ça vaut quelle que soit la taille de l'entreprise. On peut se dire, dans une petite structure, ça n'a pas d'intérêt, ce sont des grands mots. Et si il y a un intérêt, même pour les petites structures, à établir un plan de communication interne. Et j'entends par là d'abord le fait d'informer les salariés sur ce qui se passe, mais ce qui se passe dans l'entreprise. Ils ont suffisamment entendu parler de ce qui se passe autour, du climat qui est anxiogène. Là, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans l'entreprise et leur donner du sens sur la reprise d'activité, comment elle va se faire, sur quel rythme, même si, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas la réponse à toutes nos questions. Et pour que ce soit efficace, eh bien, le mieux, c'est de les associer au projet de reprise, au plan de communication qui va en découler. Donc, les interroger sur le meilleur moyen de procéder et sur comment eux aussi, eh bien, se sentent concernés par cette reprise d'activité, comment ils voient les choses. Et pour cela, eh bien, il y a un travail qui est à effectuer en se posant des questions qui sont aussi simples que qui va reprendre, quand est-ce que les personnes vont reprendre, comment vont-elles reprendre, où, puisque évidemment on y reviendra tout à l'heure, mais la question se pose de manière prégnante. Et puis pourquoi en reprendre, quel est l'objectif poursuivi dans l'immédiat et à moyen et long terme. Ça suppose une chose importante, c'est de préparer les réunions en amont. Ça peut paraître enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais il faut vraiment que vous réfléchissiez aux interrogations que vous allez poser et à la manière dont vous allez exploiter aussi les réponses qui vont vous être apportées. Et finalement, en faisant ça, ce que vous faites, c'est que vous capitalisez sur quelque chose que vous faites déjà la plupart du temps, mais vis-à-vis de vos clients. C'est-à-dire utiliser cette expérience client et la satisfaction que vous attendez de leur donner pour aussi capitaliser sur ce fonctionnement-là en interne et finalement transformer cette expérience client en expérience interne réussie, en plan de communication abouti. Donc, en faisant de la sorte, Françoise, après avoir répondu au pourquoi et au comment, si je comprends bien, le résultat que peut espérer les entreprises, c'est une communication efficace et utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va identifier par ce biais-là les besoins, c'est-à-dire les usages dans l'entreprise, transmettre les informations utiles. Utiles à qui? Utiles pour les salariés, utile aussi pour vos clients et dans ce cadre-là, on va aussi mettre en place des actions attendues par vos clients, attendues par vos salariés, attendues par vous, bien sûr, en tant qu'employeur. Vous allez hiérarchiser et organiser l'information en fonction des destinataires, puisque dans une entreprise, on a différents profils. Vous allez devoir régler les salariés itinérants, les salariés qui accueillent le public, les salariés qui sont en poste fixe, en back-office, etc. Et donc, en préparant bien le process, comme vous a expliqué Françoise précédemment, c'est que vous allez prendre aussi le temps de tester les différents outils, puisque on est dans une situation inconnue, on n'a pas de solution miracle, et donc, évidemment, on a le droit de faire quelques erreurs et de rebondir.
Et tout ça, eh bien, en fédérant les salariés, eh bien, le retour sur investissement que vous pouvez mesurer dans quelques semaines et dans quelques mois, c'est d'avoir des salariés rassurés. Et qui dit rassuré, c'est que vous pouvez aussi avoir moins d'absentéisme, puisque aujourd'hui, les salariés peuvent avoir des peurs de reprendre. Et donc, en faisant de la sorte, vous allez les rassurer, et donc moins d'absentéisme et aussi des clients plus confiants. Alors évidemment, en disant ça, il faut quand même se poser la question, puisqu'on a une législation qui est instable, une législation qui nous impose parfois un cadre juridique. Donc Françoise, est-ce que dans ce cadre-là, les entreprises vont répondre aux exigences de la législation? Oui, oui, Liliane, tout à fait. Alors, un rappel, évidemment, c'est peut-être déjà fait, et je l'espère, pour la plupart d'entre vous. Il fallait consulter le comité social et économique en début de crise. Alors, comme on le pouvait, puisque forcément le confinement a été décidé de manière assez radicale et rapide, donc on n'a pas forcément pu le faire immédiatement. Et sachez que il n'est pas forcément trop tard, hein, puisque le législateur a donné de la souplesse à ce sujet. Mais il va falloir consulter aussi son CSE au moment de la reprise sur le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'on a, j'espère, déjà fait un petit peu évoluer, mais il va falloir continuer à faire évoluer sur les modalités de la reprise, sur les modalités d'information. Quand j'ai parlé tout à l'heure de concertation avec les salariés, il y a d'abord et avant tout le CSE, et ensuite, évidemment, on peut faire des allers-retours avec la base pour enrichir cette information. L'objectif, évidemment, c'est que l'information soit réfléchie et qu'elle soit comprise de tous, et qu'ainsi vous puissiez repasser très rapidement, en tout cas autant que faire se peut, à la phase opérationnelle. Et l'objectif sous-jacent aussi, c'est de faire de chaque salarié un consommateur de la reprise. C'est-à-dire que je suis là en tant que salarié, je dois produire, mais je dois aussi me responsabiliser par rapport à cette reprise, puisque on voit bien que la crise, là, elle a touché tout le monde, et que chacun doit se mettre en responsabilité face à ça. Et puis, il y a un dernier objectif là qui est très important, c'est pour les entreprises qui ont eu recours à des aides, et en particulier à de l'activité partielle, se sécuriser, puisque vous savez que le recours à l'activité partielle était forcément soumis à des obligations en matière de sécurité au sein de l'entreprise. Et donc là, forcément, en faisant tout ça, vous vous mettez en phase, et ça évite les désagréments potentiels ultérieurement. Enfin, pour faciliter bien tout ce process de communication, nous vous invitons à consulter vivement le site du ministère du Travail, ou également notre site, rubrique actualité. Vous y trouverez des fiches métiers, des guides de protection et également de reprise d'activité qui sont adaptés à chaque secteur d'activité. Il y a aujourd'hui près de 60 fiches. Donc, moi, je vous invite à les consulter et de vous servir de ces bases-là pour pouvoir construire votre plan de communication. Merci Liliane. Alors, un des parcours de notre voyage de ce webinaire porte sur la santé au travail, puisque évidemment nous sommes face à une crise sanitaire qui implique avant tout des questions de prévention de la santé, lesquelles sont un gage de réussite de la reprise. Liliane, est-ce que tu peux nous rappeler les objectifs ? Alors, les objectifs, selon l'Organisation internationale du travail, en fait, préserver la santé des salariés, c'est quoi? C'est avant tout de promouvoir et de maintenir le bien-être physique, mental et social des collaborateurs dans toutes les professions. C'est de prévenir tout dommage causé à la santé. C'est placer et maintenir le collaborateur dans un emploi convenant à ses capacités physiologiques et psychologiques. C'est-à-dire, en fait, en quelques mots, c'est adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche. Et donc, quand je prends les objectifs qui sont donnés par l'OIT, je me dis que c'est quand même les objectifs très ressemblants qui nous sont donnés dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, pour bien comprendre, en fait, les objectifs qui nous sont donnés par l'OIT et de les transposer dans le cadre du Covid, je vous recommande de vous rappeler 3 niveaux de prévention. Le niveau 1, c'est combattre le risque à la source. Et donc, pour ça, nous l'avons, c'est identifier le risque. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire, c'est le Covid.
Le niveau 2, c'est de prendre les mesures de prévention dans une stratégie collective pour pouvoir se protéger. Et donc, se protéger, quand on dit stratégie collective, c'est l'entreprise, c'est le salarié, mais c'est aussi les clients, puisque vous allez devoir éventuellement installer des fiches sanitaires avant de vous déplacer chez les clients. Le troisième niveau de prévention, puisque une fois qu'on a identifié, qu'on a pris les mesures de prévention, c'est quoi? C'est pour pouvoir anticiper les risques en cas de manquement. C'est pour limiter les coûts inhérents par la survenue du risque. Et là, pour ça, si j'ai des conseils à vous donner, c'est d'éviter une approche en silo, c'est-à-dire une entreprise, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs emplois, plusieurs postes. Eh bien, il faut vraiment fonctionner en transversal, mais pas poste par poste ou fonction par fonction. Et puis également, c'est d'éviter une approche sans cohérence d'ensemble. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble de l'entreprise, mais aussi de son environnement et notamment de ses clients. Ne pas associer tous les acteurs d'entreprise serait une erreur pour préserver la santé des salariés et pour, bien sûr, répondre au comment. Alors Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer le comment, dans le cadre du Covid, comment comment vont faire les entreprises demain? Alors, il y a 3 points essentiels à retenir par rapport à cette situation sanitaire inédite. Il faut d'abord évaluer les risques en lien avec le CSE quand on en a un, en lien directement avec les salariés, le cas échéant, si on n'en a pas, puisqu'on va devoir identifier les différents niveaux de prévention des risques professionnels. Il est bien évident que ces risques ne seront pas les mêmes selon les emplois occupés, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il va falloir ensuite hiérarchiser les risques les plus importants et sur lesquels il va falloir agir prioritairement pour pouvoir mettre les ressources en face. Deuxième étape, c'est mettre à jour les outils RH. Et là, on parle de la politique de prévention des risques. Chaque entreprise doit être dotée d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. Il n'a jamais été, autant d'actualité qu'en ce moment. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est une fois qu'on a évalué les risques, mis des moyens de prévention en face, il faut les moyens au sens matériel du terme, donc tout ce que vous pouvez mettre à disposition des salariés pour qu'ils puissent se protéger. Différents outils opérationnels existent et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mener cette démarche. Donc, une fois que vous avez identifié les niveaux de prévention, ce qui suppose d'identifier les emplois, les postes de chaque salarié, vous allez pouvoir vous aider des fiches métiers qu'on a évoquées tout à l'heure, des guides de protection qui ont été établis par les métiers, par les organisations professionnelles aussi. On a l'INRS, l'ANACT qui sont des acteurs importants et qui ont produit des outils très efficaces. Il faut aussi se référer au guide qui a été élaboré par le ministère du Travail et mis en ligne ce week-end. Et puis, ne pas hésiter à travailler avec les équipes de santé au travail aussi, qui sont à votre disposition pour ça et qui ont mobilisé spécifiquement des acteurs à cet effet. Vous allez devoir élaborer des fiches, des consignes particulières, vraiment adaptées à chaque poste. Et puis, évidemment, former les salariés, le cas échéant, à ces mesures de prévention, les informer aussi par rapport à ça, en priorisant, bien entendu, le volet Covid, mais aussi les éléments qui pourraient être plus indirects, puisque, par exemple, les nouvelles organisations peuvent générer des risques un peu inédits. Le télétravail, particulièrement, générait déjà des risques, mais dans un contexte Covid, il faut l'envisager un petit peu différemment. Alors, au quotidien, vous allez vous poser pas mal de problèmes, de questions. Comment organiser les open space, comment respecter les consignes du plan de confinement, comment permettre l'accès à l'entreprise des personnes qui n'en sont pas salariées, les fournisseurs, etc. Je sais que la plupart d'entre vous y ont déjà réfléchi. Il va falloir que vous continuiez puisque aujourd'hui, on va passer le 11 mai prochain d'une phase de confinement à une sorte de phase de semi-confinement ou confinement libéré, j'appellerais ça. On ne sait pas trop encore et on ne sait pas pour combien de temps. Donc, vous avez tout intérêt à prendre ce temps-là vraiment pour réfléchir sur un moyen terme, je dirais, sur ces différentes questions. Et là, le rôle des managers de proximité sera très important
Surtout si, comme cela s'annonce, eh bien, les équipes sont encore partiellement réunies, distendues par des modes d'organisation un petit peu nouveaux. Alors par rapport à ça, effectivement, simplement quelques mots. Respecter son obligation, évidemment, c'est important aujourd'hui et vous devez le faire. Mais là, l'idée, c'est plutôt de transformer cette obligation-là en opportuniser et se dire que demain, le document unique, finalement, eh bien, ça va peut-être être un outil dynamique d'alimentation, d'enrichissement de l'ensemble des politiques de santé au travail. Et toujours cette idée derrière, eh bien, que les salariés soient consommateurs de leur santé, de leur sécurité, mais aussi du climat social. Parce qu'on sait à quel point vous allez devoir relever un challenge de recréer du lien social dans un contexte qui l'a bien distendu, il faut le reconnaître, quand bien même on a mis différentes actions en face pour essayer de l'éviter. Et puis, toujours aussi, dans l'objectif d'avoir ce gage de sécurité des aides perçues et à venir, puisque malheureusement, on risque d'être encore dans une demande à cet égard. Alors, pardon. Non, je te repasse la main, Liliane, pour la suite du programme. Dans la troisième partie, lors de la période de pandémie, vous avez bien vu qu'on a dû s'organiser, s'adapter à différents modes d'aménagement de temps de travail. Et donc, évidemment, on pourrait penser que la pandémie nous a permis de diversifier sans difficulté l'organisation, sans trop se poser des questions. Mais qu'en sera-t-il demain, en fait? Françoise, je te redonne la parole. J'en ai parlé juste sans rentrer trop dans le détail, mais on a découvert à travers cette crise des nouveautés. Je pense aux arrêts dérogatoires garde d'enfants qui, depuis le 1er mai dernier d'ailleurs, sont passés en dispositif d'activité partielle. Je pense à tout ce qui entoure cette activité partielle et la manière de l'aborder. On a beaucoup tâtonné, on a avancé petit à petit. Ça fait partie des éléments qu'on vous a donnés en introduction. Nous étions sur un terrain volatile. Et donc, on a une possibilité d'individualiser cette activité partielle qui a été clarifiée tardivement puisque le texte remonte à il y a à peine 2 semaines. Individualiser l'activité partielle, c'était un petit peu, je dirais, contre-intuitif, puisque par définition, l'activité partielle, c'est une mesure collective. C'est une mesure collective qui fait qu'on ne doit pas discriminer les salariés, rompre l'égalité de traitement. Et en pratique, ça peut parfois aboutir à des situations un petit peu délicates. En tout cas, il faut toujours garder cet esprit collectif. Et si on va vers de l'individualisation, bien sécuriser sa pratique en mettant en place soit un avis préalable favorable du CSE, j'insiste sur le mot favorable, en droit du travail on a rarement cette obligation d'avis consultatif favorable, mais là il faut qu'il le soit pour que vous puissiez tendre vers ça, ou alors mettre en place un accord d'entreprise pour sécuriser cela. Ça veut dire concrètement que si on n'a pas ces deux possibilités là, on doit rester sur un schéma très collectif. Sur le télétravail, évidemment, c'est un mode d'organisation qui doit continuer à être privilégié, comme vous l'avez entendu, ce qui suppose de continuer à l'aménager, ce qui suppose, à mon avis, d'être très attentif, et particulièrement dans cette période de pré-reprise, de semi-confinement, à recréer, maintenir le lien, parce que ça va être encore compliqué, les équipes sont très fatiguées. Et puis, il faut, dans ce contexte-là de télétravail, quand même toujours préserver la santé de nos salariés au sens aussi des temps de repos. On voit bien que c'est très fatigant le télétravail, ça suscite des modes de fonctionnement qui tirent sur l'organisme. Il faut organiser le droit à la déconnexion, le cas échéant, le rappeler aux salariés, pourquoi pas mettre en place des outils qui coupent les réseaux, par exemple, à partir d'un certain moment. Enfin, voilà. Et tout ceci, évidemment, dans un contexte de responsabilité sociétale qui demeure pour les entreprises et donc sur lequel il va falloir qu'on continue à être attentif à la qualité de vie au travail, au respect des libertés individuelles. Elles ont été un peu malmenées avec ce confinement et c'est une situation vraiment inédite, mais aussi toujours à la lutte contre les discriminations et à l'égalité de traitement. Je suis désolée, je passe un petit peu vite, mais je vois l'heure qui tourne, donc je pense qu'on peut passer à la suite du programme.
Et enfin, pour conclure sur le volet RH, la réussite de la reprise d'activité, bien, vous avez bien, c'est se démarquer. Se démarquer comment? Vous allez si vous respectez le process qu'on vous a infligé ce matin, eh bien, en fait, la communication interne, la santé au travail et la santé par le travail, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, eh bien, le résultat, ça va être l'engagement des salariés et une motivation boostée. Le résultat, le ROI, le retour sur investissement, c'est ce que vous pouvez espérer et mesurer, c'est une reprise d'activité accélérée autour d'un projet fédérateur, un ressenti positif au travail, un sentiment de la part des salariés d'appartenance à l'entreprise, une prévention des risques qui est associée au contenu du travail et surtout des salariés consommateurs. Et également, au travers de tout ça, vous pouvez créer votre marque employeur ou la renforcer si vous en avez déjà une. Mais également, au travers de ça, vous allez donner confiance à vos partenaires notamment les banques. Et là, dans le cadre de la reprise d'activité, dans le cadre de la pandémie, évidemment, vous avez besoin de vos partenaires financiers et donc vous avez besoin qu'ils vous fassent confiance. En présentant de la sorte votre plan de communication et de reprise d'activité RH au travers de ces mots-clés, eh bien, on peut penser que le banquier va être attiré par votre façon d'être. Donc, Laurent, je te laisse continuer sur les enjeux financiers pour clore le voyage. Merci Liliane de m'accompagner donc pour ce je propose de poursuivre, notamment dans les conditions de réussite. Et les conditions de réussite de la reprise, c'est avant tout de partir avec un réservoir plein de carburant et donc d'avoir de la trésorerie à niveau pour pouvoir poursuivre votre voyage dans de bonnes conditions. Un dispositif phare a été mis en place. Il s'agit en fait du prêt garanti par l'État. Autrement dit, on va l'appeler plus communément le PGE. Et là, je vais vous rappeler les principales caractéristiques de ce PGE. Les bénéficiaires sont l'ensemble des entreprises, qu'elles soient personnes morales ou physiques. Et les associations sont exclues en fait de ces dispositifs-là, les sociétés financières et bien sûr les sociétés civiles immobilières. Le montant qui est proposé pour ce prêt est un plafond de 25% du chiffre d'affaires. J'insiste sur la notion de plafond. Je vous le redirai tout à l'heure, mais les banques parfois minimisent en fait ce montant. Et il faut justifier en fait vos véritables besoins de trésorerie. Un dispositif qui est intéressant, notamment sur les modalités de remboursement, puisqu'il permet un différé d'1 an. C'est-à-dire que vous souscrivez aujourd'hui un PGE pour votre entreprise, vous avez la possibilité de différer ce remboursement sur une année complète. Et à l'issue de cette année complète, vous pourrez l'amortir, c'est-à-dire le rembourser sur une durée complémentaire de 1 à 5 ans. En matière de taux, les PGE sont aujourd'hui présentés avec un taux de 0%. Le coût en fait de ce prêt est uniquement le coût de la garantie de l'État, soit 0,25% du montant emprunté. Concrètement, si on part d'un emprunt de 50 000 €, vous aurez donc 125 € de coût de garantie de l'État. Donc la garantie, en l'occurrence, il s'agit d'une garantie de 90% qui est une couverture par l'État et en aucun cas, votre établissement bancaire peut vous demander une garantie complémentaire. Je veux rappeler qu'à l'issue de cette année différée, vous allez bien sûr partir sur un prêt classique avec le taux d'intérêt qui sera servi dans 1 an par votre établissement bancaire et bien sûr éventuellement également des assurances emprunteurs. Il y a un nouveau coût de la garantie de l'État qui sera ensuite proposé en fonction de la durée d'amortissement du prêt. Dans le mécanisme, on peut voir sur la diapositive suivante le mécanisme d'octroi du PGE. Il faut s'orienter vers vos établissements bancaires. N'allez pas chercher un établissement bancaire qui ne serait pas aujourd'hui partenaire de votre entreprise. Il s'agit bien de l'entreprise donc ou des entreprises partenaires, j'insiste aussi, puisque les PGE sont octroyés par vos banques au prorata des flux que vous leur confiez. Si on parle rapidement du dossier bancaire, sachez que les demandes sont disparates en fonction des établissements bancaires. On a des établissements bancaires qui, en situation d'entreprise, n'ont absolument rien et octroient le PGE sans aucune formalité ou document demandé. Plus généralement, les banques nous demandent, et quand je dis nous, donc à ceci,
je m'associe en qualité d'expert comptable à cette demande prévisionnelle de trésorerie pour qualifier en fait le besoin réel de l'entreprise. Et parfois, nous demande également en complément le montant des charges fixes de l'entreprise sur la durée de 3 mois, déduction faite bien sûr des indemnisations de chômage. Ne sous-estimez pas le besoin en fonds de roulement de redémarrage. Vos entreprises ont aujourd'hui, à cet instant T, des trésoreries qui sont un peu augmentées d'un BFR qui est réduit à néant si vous avez une réduction complète d'activité, puisque vous avez encaissé vos règlements clients et puis vous n'avez pas fait de nouveaux achats pour le redémarrage de l'activité. Donc, ne sous-estimez pas ce BFR de redémarrage. On a beaucoup de PGE qui ont été, dans un premier temps, refusés sur la notion d'entreprise européenne en difficulté. L'État est revenu dessus dès l'instant que vous avez des capitaux propres, même dégradés. On parle de la perte de la moitié du capital social. Il faut savoir que vous êtes aujourd'hui éligible au PGE, c'est-à-dire que les établissements bancaires sont en mesure de vous proposer ce prêt. Bien sûr, ensuite, l'établissement bancaire va regarder, analyser le dossier en fonction de votre capacité de remboursement de ce prêt. Mais généralement, donc, on a des taux de réussite qui sont quand même satisfaisants. Sachez qu'également, si vous faites partie d'une entreprise qui est en plan de continuation, vous êtes également éligible au PGE. Donc, dans le dispositif, je m'adresse à la banque, j'ai un préaccord de la banque, je me connecte ensuite sur le site de la BPI, afin d'obtenir une attestation et un numéro que je communique ensuite à la banque qui permettra le déblocage du prêt. Voilà pour le dispositif principal, donc le fameux PGE. Vous avez également des dispositifs qui sont mis en place par BPI, des prêts qui sont octroyés par BPI. Sachez que BPI n'intervient qu'en cofinancement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un prêt bancaire pour pouvoir bénéficier d'un autre prêt, le prêt à tout, le prêt rebond qu'on va voir tout de suite. J'ai un PGE, par exemple, octroyé à hauteur de 50 000 € par un établissement bancaire. Eh bien, je suis éligible à un dispositif de financement par BPI du même montant. Donc, 50 000 plus 50 000. Donc, je peux, dans l'absolu, obtenir un financement de 100 000 €. Je veux parler en premier lieu des dispositifs BPI au niveau national, notamment le prêt à tout. Qui peut en bénéficier? Ce sont les TPE, les PME, les ETI. Le montant de ces prêts sont de 50 000 € à 5 millions d'euros. On peut monter jusqu'à 15 millions d'euros pour les ETI. La durée de ce prêt est de 3 à 5 années, avec une possibilité de différer également du remboursement de 6 mois ou 1 an. 6 mois ou 1 an en fonction de la durée du prêt. Si j'ai 3 ans de durée d'amortissement, mon différé sera de 6 mois. Au-delà de 3 ans de remboursement, mon différé de remboursement sera de 1 année. Il n'y a pas de garantie également dans ce dispositif de prêt à tout et il n'y a pas de frais de dossier. Sachez que le taux d'intérêt pour le prêt à tout au mois de mars était de l'ordre de 2%. Un deuxième dispositif très intéressant qui est aussi proposé par BPI, c'est le prêt rebond. Il est disponible dans une dizaine de régions. Je veux citer notamment la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de Loire, le centre Val-de-Loire, la Réunion, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes, Normandie et PACA. Donc, ce dispositif, il est à disposition des TPE et PME qui sont créés au moins depuis plus d'1 an. Il faut avoir produit une IAS fiscale de l'entreprise. Son montant est de 10 000 € à 300 000 €. Une durée de remboursement de 7 ans avec une possibilité de différer de 2 ans. Donc, là aussi, dans les dispositifs de trésorerie, c'est très intéressant. Pas de garantie des actifs de l'entreprise, c'est-à-dire nantissement du fonds de commerce, par exemple, ou ni de garantie personnelle du dirigeant. Pas de frais de dossier et ce dispositif permet de bénéficier d'un taux de 0%. Voilà pour les principaux dispositifs de BPI. Sachez que je reçois de l'actualité ce matin. Sachez que des nouveaux dispositifs se mettent en place, notamment dans le tourisme. Il y a des dispositifs de cofinancement qui sont proposés dans le secteur d'activité du tourisme avec des montants de prêt de 50 000 à 1 million d'euros qui sont compatibles aussi avec le PGE. Donc, sachez que si vous êtes dans ce secteur d'activité, il y a la possibilité de souscrire à ces prêts spécifiques tourisme. Rapprochez-vous de votre expert comptable puisque ces dispositifs sont récents. Ils viennent d'arriver récemment. Et vous avez un dispositif allégé de prêt rebond, également éligible dans un certain nombre de régions, plutôt d'un montant un peu plus modeste, 10 000 € à 50 000 €.
À ces principaux dispositifs PGE, BPI, d'autres dispositifs sont mis en place par chacune des régions. Ils ne se substituent pas aux dispositifs nationaux, mais viennent compléter en fait ces dispositifs. Exemple, une entreprise qui ne pourrait pas être éligible au PGE, sachez qu'il y a des aides régionales qui sont mises en place. Des aides régionales qui prennent la forme soit d'un prêt, soit d'avance remboursable, soit de subvention. Donc là, je vous propose de vous rapprocher de votre expert comptable référent pour voir quels sont les dispositifs applicables dans chacune de vos régions. Ces aides régionales sont également complétées par des aides des EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, qui viennent également compléter donc, ces dispositifs. Et également, vous rappelez que BPI France peut également intervenir en garantie, non pas en prêt, mais en garantie sur des prêts bancaires, de trésorerie, également en garantie de prêts de découvert bancaire. J'en ai terminé pour la partie financement des dispositifs. Je vais vous parler juste d'une mise à jour du fonds de solidarité, puisqu'il a été un petit peu modifié ces derniers temps, notamment sur le calcul des 60 000 € de bénéfices. Vous vous rappelez qu'on parle de bénéfices fiscal, donc avant impôt sur les sociétés, pour une société qui est soumise à l'IS, auquel il convient de rajouter la rémunération des associés et également rajouter les cotisations facultatives non déductibles fiscalement. Et vous rappelez que pour la notion de chiffre d'affaires, on peut retenir pour le mois d'avril soit la moyenne de l'année du chiffre d'affaires 2019, on prend la moyenne du chiffre d'affaires de l'année 2019, ou bien de se référer simplement au mois d'avril 2019, donc selon les conditions, ce qui est le plus favorable. Je retiens soit la moyenne, soit le mois d'avril 2019 en référence par rapport à mon chiffre d'affaires d'avril 2020. Enfin, pour terminer cette présentation rapide, vous rappelez qu'il est important de suivre votre trésorerie, mais également vos conditions d'exploitation. On a envisagé un certain nombre de dispositifs pour améliorer votre trésorerie. Je veux parler notamment du report de charges sociales et fiscales. Je veux reparler également des échéances de prêts et de crédit bail, dont vous avez la possibilité de demander près de vos établissements bancaires, les reports de loyers, et bien sûr les mises en place de prêts de PGE et l'ensemble des autres mesures, BPI, région et EPCI notamment. Donc tous ces éléments ont un impact sur la trésorerie. D'autres éléments ont un impact sur votre compte d'exploitation, notamment la suspension des loyers et également la mise en place de l'activité partielle qui est un amortisseur vraiment important pour le compte d'exploitation d'entreprise puisque les charges de personnel sont prises en charge en totalité ou partiellement en fonction de votre exploitation par l'État. Il est important de mesurer en fait les coûts liés à cette période que nous vivons pour mesurer l'impact en termes d'exploitation et bien sûr de vérifier aussi que les conditions de démarrage dans les conditions d'exploitation sont également pas trop défavorables puisqu'on parle parfois de mode dégradé, de conditions d'exploitation de vos entreprises et des coûts nouveaux qui sont liés notamment aux conditions de nettoyage, aux conditions de moyens de protection qui sont mis en place. Tout ça a un coût pour l'entreprise et qu'on vient de le mesurer. Donc là, je vous invite vraiment à mettre en place des outils de gestion et de vous rapprocher de votre expert comptable pour mettre en place des tableaux de bord notamment et des suivis de trésorerie prévisionnels. Voilà pour la fin de mon exposé. Philippe, je te laisse. Merci Laurent pour ton intervention. Je vais demander à Liliane et à Françoise de réapparaître pour que nous soyons tous présents. On a fait une petite sélection de questions. C'est Clémence Clotour du service marketing qui nous a préparé cette synthèse. Merci à Clémence parce que c'est elle qui a assumé tout le stress technique lié à cette conférence. On peut vous dire que ça n'a pas été simple dans la mise en place. Laurent, tu vas garder la main. On a deux petites questions pour une TPE sans salarié. Laurent, quel prêt utiliser pour sécuriser la trésorerie à moyen terme? Est-ce que c'est du PGE, du prêt à tout ou du prêt rebond? Alors, dans un premier temps, je préconise toujours de privilégier le prêt PGE et en fonction de la réponse de l'établissement bancaire, ce PGE peut être complété par le prêt rebond si vous faites partie en fait des régions pour lesquelles le prêt rebond a été mis en place. Donc plutôt d'abord le PGE et ensuite s'adosser à d'autres dispositifs qui sont possibles, donc le BPI, le prêt rebond, et éventuellement des dispositifs régionaux auxquels vous pourriez prétendre, mais là, on ne peut pas les exposer tous. Juste, Laurent, le prêt à tout et le prêt rebond, à qui on en fait la demande? La demande se fait en ligne auprès de BPI.
D'accord. Donc, on peut vous accompagner, bien sûr, pour la souscription en ligne de ces dispositifs. Donc, on reste sur le site BPI, mais effectivement, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, contactez votre expert comptable. Autre question, mon banquier me demande de lui fournir des états de garantie sur mon patrimoine pour le prêt d'État. Est-ce que c'est normal, Laurent? Eh bien non, le prêt PGE, en l'occurrence, il est garanti à 90% par l'État et en aucun cas l'établissement bancaire ne peut demander une garantie complémentaire. Bon, très bien, merci Laurent pour les réponses à ces questions-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous avez vu sur le support, il y a nos adresses mail. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Sur la partie RH et sociale, vas-y, je t'en prie. Je passe à la slide d'après, juste, mais bon. Hop là. Alors, merci. Hop, tac. Voilà. Merci Françoise. Alors justement, pour Françoise et Liliane, vous allez vous partager les réponses. Quelles sont les conditions de continuité du chômage partiel et des indemnités à partir du 11 mai jusqu'au mois de juin, début juin? Est-ce qu'on a plus d'informations? Quelle est votre position? Je veux bien répondre à cette question. Aujourd'hui, les annonces sont telles que le dispositif d'activité partielle continue sur sa lancée jusqu'au 31 mai au moins. Il y aura peut-être des évolutions à compter du 2 juin, mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations plus que ça, si ce n'est des effets d'annonce. J'avais entendu dire dans un premier temps que le dispositif serait un peu réduit à compter du 2 juin, et puis j'ai entendu un autre son de cloche la semaine dernière de la ministre du Travail, donc on ne sait pas tellement aujourd'hui à quoi s'en tenir. Une chose est certaine, c'est qu'on reste dans l'environnement volatile qu'on a évoqué en début de propos. Ok, donc on reste dans l'incertitude juridique. Une question toute bête, est-ce qu'il existe un affichage obligatoire à apposer à l'entrée des ERP non alimentaires pour nos clients? Ah oui, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir, c'est un des premiers moyens de prévention, c'est d'afficher le rappel des gestes barrières, des règles de distanciation sociale, mais aussi, pourquoi pas, un dispositif propre à votre entreprise où vous instaurez par exemple un sens de circulation pour éviter que les gens se croisent, ou vous imposez le port du masque par exemple quand plusieurs personnes sont dans un même endroit. Tous ces éléments-là, évidemment, passent par un affichage et peut-être dès l'entrée de votre établissement. En tout cas, c'est notre préconisation, oui, en effet. Bon, merci Françoise. Peut-être une dernière question. Je suis en train de regarder. Voilà. Que faire si un collaborateur refuse de reprendre? Je pense que c'est une question qui inquiète tous les chefs d'entreprise. Donc, ils refusent de reprendre par peur de tomber malade après le confinement. Si l'entreprise ne peut pas le mettre en chômage partiel et qu'il ne veut pas poser de CP, comment ça se passe? Alors là, il faut en revenir à vos moyens mis en œuvre. C'est-à-dire que si vous avez bien mis en place les affichages dont on vient de parler notamment, que vous avez bien mis à disposition des moyens, que vous avez mis à jour votre document unique en lien avec le CSE, consultez le CSE pour la reprise d'activité, enfin bref, si vous avez sécurisé l'entreprise, le salarié n'a pas véritablement de moyens de s'opposer à son retour au sein des locaux. Alors, sauf éventuellement les personnes à risque, mais là, évidemment, il faut un traitement à part, je ne peux pas détailler. Mais en tout cas, si c'est une personne qui est bien portante, il n'y a pas de difficulté à ce qu'elle reprenne. Dès lors, si elle ne veut pas reprendre, eh bien, j'allais dire, c'est potentiellement une personne qui va être placée en absence non rémunérée, puisqu'il n'y a pas de raison et qu'elle n'est ni dans une situation d'activité partielle, ni dans une situation de congé payé. Évidemment, tout ça, ça suppose d'avoir préalablement fait tout le nécessaire, mais le gouvernement s'est déjà exprimé sur le droit de retrait. Il n'est pas justifié si l'entreprise a fait le nécessaire en amont. Alors, inversement, j'ai des salariés qu'on pourrait qualifier à risque qui souhaitent reprendre. Donc, par exemple, une femme enceinte de 3 mois, un collaborateur atteint de mucoviscidose, quelle position dois-je prendre en tant que chef d'entreprise? Est-ce que je prends le risque? Françoise, est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus? Alors,
On ne peut pas comparer les deux. Hein. Je pense non, bien évidemment. En le disant, je savais que tu allais me reprendre. Bon, mais j'entends par là qu'il y a évidemment, il faut se référer en fait à la liste très détaillée des personnes dites à risque, qui a été identifiée notamment par l'Agence de la santé publique. Donc là, vous avez parmi ces personnes-là les personnes qui ont la mucoviscidose. Il est certain que pour ces personnes-là, probablement la reprise ne peut pas se faire dans l'immédiat ou en tout cas pas dans des conditions identiques tout à fait à celles des autres salariés puisqu'on doit encore plus les protéger de leur environnement. Pour les personnes enceintes, c'est un petit peu différent. Normalement, il n'y a pas de difficulté à la reprise. Il faut simplement être là aussi très précautionneux sur les moyens à disposition. J'allais dire, c'est compliqué de vous faire une réponse générale à partir du moment où chaque entreprise a sa propre réalité. Il est bien évident que si une personne est dans un bureau isolé, qu'elle ne croise pas de collègues en allant vers ce bureau, bon, les risques semblent plus limités. Si on est dans un open space, c'est différent. Si on est sur une chaîne de production, c'est encore différent. Il faut là quasiment faire du cas par cas finalement. Et ça se discute avec la personne et le cas échéant en appui. Les services de santé au travail, j'y reviens, mais sur des cas un peu compliqués comme ça, conflictuels potentiellement, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les services de santé au travail pour sécuriser la situation. Merci Françoise. Allez, une dernière question, encore pour toi Françoise, désolé. Concernant l'activité partielle individualisée, nous avons un PV de carence CSE. Il nous faudrait donc un accord d'entreprise, soit quelques semaines pour l'établir, alors que tous nos ouvriers auront repris. Est-ce qu'il y a un risque ? Alors, si tous les ouvriers ont repris, ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'activité partielle individualisée. Peut-être que c'est pas une reprise complète. Ça doit être ça. Je te cite la question telle quelle. Je vais partir de ce postulat, parce que sinon, je pense que la question n'aurait pas d'intérêt. Alors, il faut savoir que les modalités de négociation des accords d'entreprise, notamment dans les entreprises qui n'ont pas de CSE et de moins de 50 salariés, ont été modifiées pendant la période, pour tenir compte de la période de confinement et du caractère un peu d'urgence dans lequel peuvent se dérouler certaines négociations. Donc, on peut éventuellement envisager de négocier un accord d'entreprise dans ce contexte-là. Pour donner un exemple, normalement, en cas d'entreprise devant soumettre un accord à référendum, on a un délai de 15 jours qui est opposable. Ce délai-là a été réduit à 8 jours pour les besoins de la cause. Donc, ça vaut peut-être le coup. La seule chose, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas couvrir la période échue. Il ne peut pas donner un effet rétroactif à l'accord d'entreprise, mais ça permet au moins de se sécuriser pour l'avenir. Bon, très bien. Merci Françoise pour toutes tes réponses. Merci également Laurent. Liliane, je suis désolé, il n'y avait pas forcément de questions appropriées. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'on pourra organiser un webinaire spécifique aux entreprises du tourisme ? Évidemment, c'est quelque chose auquel on va réfléchir, puisque c'est vrai qu'il y a une situation très très particulière pour les entreprises du tourisme. On va clore ce webinaire. Merci pour votre présence, merci aux différents acteurs, et puis nous vous souhaitons une bonne journée et surtout une bonne reprise d'activité. À bientôt. Bon appétit à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.